Senior, je suis coordinatrice administrative actuellement depuis bientôt 2 ans, un peu plus de 2 ans, donc dans un CFA, un centre de formation d'apprentis, donc dans le 13e à Paris. Et comment j'ai réussi mon intégration, donc je vais vous parler un petit peu de mon parcours ce soir et vous donner quelques tips. N'hésitez pas, ça sera un partage. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, nous entendons très bien. Très bien, ce sera un partage, donc n'hésitez pas à participer. Donc, mon parcours, c'est que j'ai fait la majorité de ma formation, donc de mes études à Lomé, au Togo. Et je suis arrivée en France en 2021 pour faire un master en management et administration des entreprises, donc à MBS, donc une école de commerce. Donc, j'ai fait ma première année en initiale et j'ai fait ma deuxième année en alternance. Et suite à l'alternance, j'ai été recrutée en CDI dans la même boîte. Donc, voilà pour ce qui est de mon parcours. Et ce sur quoi je vais vous entretenir cette soirée. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, nous allons directement entrer dans le vif du sujet, parce que je pense que les gens sont là pour ça. Donc déjà, aujourd'hui, avec un diplôme en poche en France, quelles sont les premières étapes concrètes qu'on doit poser pour pouvoir obtenir un emploi? Très bien. Déjà, l'emploi, il se trouve avant l'obtention du diplôme. C'est très important. C'est pas quand on obtient le diplôme qu'on commence à chercher, c'est vraiment avant. Moi, j'ai commencé ma recherche dès le premier trimestre de ma deuxième année. Donc, j'avais en tête, enfin, qu'est-ce que j'allais faire à la fin de mon diplôme. Donc, j'avais déjà ça en tête. Et la recherche d'emploi, c'est vraiment très important de commencer avant l'obtention du diplôme. Et pour ça, l'alternance est une bonne voie. Déjà, je vais plus me baser sur mon parcours. Donc, j'ai fait ma deuxième année en alternance et j'ai eu ma proposition de CDI dès mon premier trimestre. Donc, la période d'essai, c'est très capital. Si on est dans une entreprise, déjà, c'est une bonne chose de capitaliser sur l'entreprise qu'on a déjà en alternance, si c'est le cas. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas forcément d'alternance, qui ont éventuellement des stages ou des jobs étudiants. Mais je vais plus développer sur le cas de l'alternance parce que c'est le cas le plus facile, on va dire, parce qu'on est déjà dans l'entreprise et on reviendra un peu plus tard sur les stages et les jobs étudiants. Donc, très important de commencer la recherche d'emploi avant l'obtention du diplôme. Donc, dès la première année, il faut avoir une idée à peu près de ce qu'on veut faire après le diplôme. Donc, généralement, le master, il dure 2 ans. Donc, dès la première année, il faut s'attacher à trouver une alternance ou une entreprise de stage et travailler à pérenniser ce stage ou cette alternance. Donc, vers la fin de la première année, il faut déjà se poser les questions, commencer à refaire son CV et user en fait des ressources disponibles. Par exemple, la mission locale qui propose un accompagnement pour les jeunes, le CIDJ également pour les jeunes et toutes les ressources disponibles en fait pour trouver un emploi. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à mobiliser toutes ces ressources-là pour trouver un stage qui correspond à notre diplôme, évidemment, parce que plus tard, pour le changement de statut, si l'emploi qu'on a correspond au diplôme qu'on a obtenu, c'est plus facile de changer de statut. Alors que si l'emploi n'a pas trop un lien avec le diplôme qu'on vient d'obtenir, c'est possible d'obtenir un changement de statut. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment motiver la demande et ça demande beaucoup plus de procédures, on va dire, et de paperasse pour l'employeur. Et la plupart des employeurs, ils n'ont pas trop envie de se casser la tête pour ça, sachant que déjà, faire changer un statut en master, ça coûte plus cher aux employeurs. Si en plus, ils doivent faire beaucoup de démarches pour motiver la demande, la plupart des employeurs, ils sont frileux par rapport à ça. Donc, pour récapituler un petit peu, parce que je vais récapituler au fur et à mesure, donc c'est important de commencer à chercher son emploi avant l'obtention du diplôme. Donc, dès le début de sa deuxième année, commencer à prospecter, envoyer des CV. Et pour les personnes qui ont déjà une alternance en deuxième année, parce que généralement, quand on arrive pour faire ses études, on trouve, en tout cas, moi, ce que j'observe de mon expérience et aussi de ce que j'observe par rapport à notre établissement, c'est que la plupart des étudiants trouvent leur alternance à partir de la deuxième année. Donc, en première année, sur 100 étudiants qui arrivent, on a une dizaine qui peuvent trouver tout de suite une alternance. Ça, c'est génial. Ils ont leurs 2 années en alternance.
Et à la fin de la première année, excusez-moi, à peu près le tiers trouve une alternance pour la rentrée. Moi, au cours de la deuxième année, plus de la moitié trouve une alternance. Et à la fin de la deuxième année, quasiment 95% sont en alternance. Donc, c'est un schéma assez classique qu'on observe en fait sur la place au niveau des étudiants internationaux. Donc, ce qui est souhaitable, c'est de trouver son alternance dès la deuxième année. Donc, une fois que vous trouvez votre alternance pour votre deuxième année, pendant la période d'essai, c'est capital, travaillez pour vous rendre indispensable. Faites-vous remarquer de la bonne manière dans le sens où ne vous faites pas remarquer vous personnellement, mais faites-vous remarquer par votre travail. Travaillez bien, faites plus que ce qui est attendu. Soyez performant. La performance, ça marche à tous les coups pour qu'on vous propose un travail. Donc, soyez performant. Faites bien votre travail correctement. Rendez vos rendus à temps. Soignez le travail. Respectez les horaires. Et aussi, une chose qui est importante pour décrocher un emploi, c'est d'avoir les codes. Donc, ça revient à l'intégration. Dès votre arrivée ou même plus tard, attachez-vous à avoir les codes. Les codes, c'est quoi? Comment on se tient en entreprise? Comment on parle? À qui on parle? Comment on est habillé? Comment on se tient, la posture? Tout ça, ce sont les codes à avoir, les codes français tout simplement. Et sachez que un employeur ou même une personne est plus à même de vous proposer un travail si elle a l'impression qu'elle a un petit peu d'affinité avec vous, qu'il n'y a pas de différence. Donc, on va prendre un exemple entre deux personnes qui sont étudiantes internationales qui viennent d'arriver. L'employeur aura plus tendance à confier un poste dans son entreprise à une personne qui a l'air d'être intégrée, même pas qui a l'air d'être intégrée, qui est plus intégrée. Par exemple, parce qu'elles se sentent plus proches et il y a cette affinité-là qui marche. Donc ça, c'est très important de s'intégrer, d'avoir les codes. Les codes, c'est quoi? Ce que j'ai dit précédemment, c'est de savoir comment ça marche, en fait, en France, dans le monde du travail. Comment on se tient, comment on s'habille. Ne serait-ce que parler correctement français, ça fait gagner du bon. Et même si vous vous retrouvez dans une entreprise où les Français eux-mêmes ne sont pas aussi pointilleux sur la langue, le fait que vous parliez très bien leur langue, ça va créer une sorte d'affinité. Ils ne vont pas se dire ah, ils viennent d'ailleurs, ils ne sont pas trop comme nous, on ne va pas trop s'entendre. Donc, c'est très important d'avoir les codes, de savoir comment ça fonctionne, de s'intéresser à la culture, tout simplement. Et pour ça, il faut fréquenter des lieux de culture, des musées, des bibliothèques, des endroits où vous pouvez piocher de la culture. Par exemple, en entretien d'embauche, si la personne qui vous reçoit trouve des sujets communs avec vous, sur lesquels vous pouvez discuter, elle sera plus à même de se dire plus tard, si je l'ai comme collègue, les discussions vont passer. Alors que si vous n'avez rien en commun, il n'y a rien sur lequel s'accrocher. Donc, les codes, c'est très, très important. En plus de bien travailler, soigner son travail, faire plus que ce qui est attendu, être performant. Et aussi, soigner votre réputation. Soignez votre réputation en entreprise, même dès le moindre stage qu'on vous confie, la moindre mission, faites-le bien, soignez votre réputation. Et globalement, si vous êtes bon dans le travail qu'on vous confie, l'employeur n'a pas d'hésitation à vous proposer ne serait-ce qu'un CDD. Voilà. On pourra développer plus tard en fonction de vos questions. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette première partie. Emmanuel, vous souhaitez rebondir? Vous m'entendez? Je pense qu'on l'a perdu. Donc, du coup, moi, je vais reprendre la main. Merci beaucoup, Grace. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment adapter son CV et sa lettre de motivation pour, pour le marché de l'emploi français? Ok. Il y a des outils pour ça.
Donc, notamment Canva Pro, c'est mieux d'investir un petit peu dans un abonnement, en tout cas pour un mois, ou même d'essayer de prendre la formule essai gratuit. Donc, il y a des CV qui passent plus ou moins. Des choses qui ne sont pas forcément directement liées au travail en soi, mais Ah, on t'a perdu, Emmanuel. Je crois que c'est ta connexion. ah, d'accord. C'est bon maintenant? Oui, oui. D'accord, excusez-moi. Je crois que c'est la connexion qui doit avoir un souci. Du coup, je disais que c'était super utile ce qu'elle est en train de dire parce qu'il y a certaines choses, ça n'a pas vraiment rapport direct avec le travail, mais c'est très important de prendre ça en compte, comme les codes, par exemple, le fait de connaître la culture, etc. Donc, j'espère que les intéressés sont en train de noter pour pouvoir après travailler là-dessus. Et je disais que pour les CV et les lettres de motivation qui devraient plaire aux recruteurs, je pense que ça rentre aussi dans les codes, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails par rapport à ça? Comment est-ce que le CV et la lettre de motivation doivent se présenter pour être susceptible d'obtenir un emploi? Très bien. Donc, pour le CV, c'est important de faire un CV par compétence. Donc, en se basant sur vos expériences passées. Donc, dites ce que vous avez déjà fait et concentrez-vous sur la mission. Est-ce que vous avez appris? Est-ce que surtout vous savez faire? Et quelle valeur ajoutée vous allez apporter à votre employeur? Typiquement, je vais prendre mon exemple. Moi, j'avais travaillé dans l'administration un peu à Lomé avant de venir. Donc, j'ai capitalisé sur ce stage-là pour mon travail parce que ça correspondait. Donc, en fait, c'est important d'avoir une cohérence entre les missions. Si vous postulez, par exemple, pour être gestionnaire et que vous avez fait de la comptabilité avant, c'est important de trouver un lien. Si vous avez fait, par exemple, du service avant et que ça n'a pas trop un lien avec l'emploi pour lequel vous postulez, il ne s'agit pas de minimiser cette expérience-là, mais ne pas trop la mettre en avant. Mettez plus en avant les compétences que vous avez acquis, qui ont trait avec le poste auquel vous postulez. Et dans l'entretien et même dans le CV, faites une présentation qui laisse penser que vous êtes compétent dans le domaine et que l'employeur aura tout intérêt à vous prendre. Donc, faites vraiment un CV par compétence et pas forcément par mission. Donc, CV par compétence, c'est quoi? Si on a 3-4 expériences, notez dans ces expériences-là les compétences qu'on a acquises qui peuvent servir pour le poste actuel ou pour le poste pour lequel on postule. Donc, les mettre en avant et ensuite mettre ses missions, faire ce qu'on a fait, ce qu'on a développé. Et il y a un volet aussi entrepreneuriat qui n'est pas négligé. Donc, si vous avez quelques entreprises, même si c'est informel, c'est toujours important de le noter, d'ajouter une ligne qui montre que vous avez cet esprit-là, que vous pouvez être force de proposition et que vous pouvez apporter une certaine valeur. Donc, CV par compétence, il y a des modèles sur Canva, je vous invite à regarder dessus. Mettez en avant vos compétences. Et les études, ça compte aussi dans une certaine mesure. Donc, mettez en avant vos études aussi, ça compte. Et aussi, il y a un volet qu'on oublie aussi, c'est le volet bénévolat. Ça n'a rien à voir avec le travail en lui-même. Mais si vous montrez que vous avez des activités autres que le travail, ça dénote d'une certaine ouverture d'esprit, d'une certaine curiosité et c'est toujours bon à prendre, bon à mettre sur un CV. Et si vous pratiquez un sport aussi, ou même que vous avez des passions un peu différentes, ça démontre aussi que vous n'êtes pas qu'un bourreau de travail et que vous pouvez vous intéresser à autre chose. Et que par exemple, si l'employeur a des projets ponctuels, par exemple s'occuper d'un événement ou s'occuper d'un projet particulier, le fait que vous ayez déjà montré que vous faites autre chose que votre travail seul, l'employeur se dit que s'il n'a pas forcément cette mission-là à l'instant T, si un jour ça se présente pour du développement de la société, puisque vous avez tendance à vous intéresser à autre chose, il pourrait potentiellement vous confier ce projet-là. Donc, le volet bénévolat, activité extra aussi, c'est important et surtout, c'est un sujet de conversation en entretien. En entretien, vous pouvez poser des questions et après, si l'employeur voit votre CV que vous avez fait ci, ce sont des détails, mais ça accroche. Moi, par exemple, j'avais mis sur mon CV que j'ai fait de la couture
il s'avère que mon patron, quand il m'a fait mon entretien, ça lui a fait penser à sa mère qui fait de la couture. On a discuté et ça crée des liens. Après, c'est à la marge. Je ne veux pas dire que ça va arriver à tout le monde, mais si je me rebase sur mon expérience, c'est vraiment des petits détails comme ça qui m'ont fait passer. Et en plus du fait que j'avais déjà eu une expérience dans le domaine en stage. Et puis après, il faut savoir se vendre aussi. Il faut savoir se vendre. Même si on n'a pas fait autant que ça, il faut savoir se vendre et donner l'impression qu'on a une certaine expertise. Savoir se vendre sur le CV et si vous êtes convoqué à un entretien, donner l'impression que vous êtes vraiment expert dans ce que vous avez présenté. Donc, c'est pour vous l'importance de faire un CV par compétence. C'est plus facile de vendre quelque chose qu'on sait déjà faire. Même si on n'est pas expert, c'est plus facile de le vendre. Donc, CV par compétence et mettez vos expériences entrepreneuriales si vous en avez. Vos activités extra aussi, c'est toujours important. Ça montre que vous êtes curieux, que vous avez l'esprit ouvert et que vous savez justement faire autre chose que le boulot et que potentiellement, s'il y a une mission et que si on vous recrute, enfin, vous ne serez pas réticent à faire d'autres missions, d'autres tâches qui n'ont pas lien avec vos missions principales, mais que vous êtes ouvert et qu'on peut compter sur vous. Donc voilà pour ce qui est du CV. Et après, il y a pour l'aspect pratique de comment faire son CV. Je pense que tout le monde peut aller sur Canva et puis trouver des modèles. Bien sûr. Et après, chacun décide ou pas s'il met sa photo. Mais soyez le plus authentique possible. Ça passe mieux que si on est faux, en fait. Enfin, soyez authentique et soyez vous-même. N'essayez pas de prendre une posture de quelqu'un. Enfin, ne vendez pas quelque chose que vous n'êtes pas parce que sinon, à l'entretien, ça coince. Et pour la lettre de motivation, je vais passer dessus rapidement. Donc, respectez les formules de politesse, les règles d'écriture, en fait, les techniques d'expression écrite, respectez-les. Donc, comment on présente une lettre destinataire, comment ça se met à gauche, à droite, l'objet en gras, monsieur, madame, les formules de politesse à la fin. Essayez au maximum d'avoir un français un peu soutenu. Aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, c'est possible de faire une bonne lettre de motivation. Et si vous décidez d'utiliser les outils, personnalisez les lettres au maximum parce que une lettre qui a l'impression d'avoir été faite trop par l'IA, ça casse un truc. Vous pouvez vous inspirer des outils, mais au maximum, essayez d'écrire votre lettre de motivation et adaptez surtout au poste. Faites vraiment du sur-mesure. Si vous candidatez par exemple pour 5 postes, faites du sur-mesure à chaque fois. N'essayez pas de faire des copier-coller. Et c'est ça vaut aussi pour le CV. À chaque poste, un CV, à chaque poste, une lettre de motivation. Ayez une base qui passe partout, mais à chaque fois, personnalisée parce que si vous avez le même CV pour tout et n'importe quoi, ça ne marche pas. Au bout d'un moment, ça coince. Et surtout que les recruteurs, maintenant, ils utilisent des outils pour scanner les CV et tout ça. Donc, essayez d'être le plus précis possible, faire du sur-mesure et rester authentique. Donc, respectez juste les règles d'écriture, donc les techniques d'expression. Ayez un français soutenu, n'écrivez pas trop non plus, enfin pas trop long non plus les lettres de motivation et restez authentique. Ok. Vos conseils sont assez précieux, hein. Surtout, moi, j'aime l'aspect pratique de la chose où vous êtes vraiment dans les détails, le français qui doit être utilisé et tout ça. En tout cas, j'espère que ceux qui sont en recherche sont en train de noter tout ce que vous êtes en train de dire, hein. De toute façon, c'est calme là. Bon. J'espère bien, en tout cas. Alors, on dit souvent qu'en France, si tu n'as pas de réseau, si tu n'as pas de relations, c'est très difficile de trouver un emploi. Maintenant, selon votre parcours, est-ce que vous connaissez des réseaux professionnels, par exemple, qu'on peut approcher ou des professionnels tout court qu'on peut approcher facilement ou un groupe, une association qui peut aider à booster les chances de trouver un emploi en France? Des réseaux, je n'en connais pas particulièrement. Je connais plutôt des structures qui proposent des accompagnements. Oui, allez. L'histoire du réseau, c'est particulier parce que ça dépend de l'expérience de tout un chacun. Le réseau, c'est super, c'est important.
Mais pour une personne qui n'a pas du tout de réseau, et je pense que la majorité d'entre nous n'a pas du tout de réseau, euh, c'est plus propice de miser sur sa compétence personnelle. Dans le sens où, on prend l'exemple de l'entreprise, soyez vous-même à l'initiative, allez voir les gens, faites-vous connaître en fait, allez voir les gens, discutez avec eux, faites en sorte d'être en tête, qu'ils pensent à vous s'il y a une opportunité. C'est pas, ça ne nécessite pas forcément d'avoir un grand réseau, mais utiliser les ressources en fait de recherche d'emploi. Par exemple, la mission locale, ils préparent les étudiants, ils ont un réseau aussi. Allez voir en fait les organismes qui proposent des accompagnements pour les jeunes pour trouver du travail. C'est là-bas que vous allez faire votre réseau et c'est là-bas que vous allez, déjà, ils vont vous apprendre les codes. Il ne faut pas forcément vous apprendre, mais à force de les côtoyer, vous aurez les codes forcément. Le milieu associatif aussi, ça marche très bien. Donc, essayez d'intégrer des associations, et les mouvements étudiants, ça marche, ça fonctionne aussi très bien, ne serait-ce que pour avoir les codes et pour être au courant de ce qui se passe en fait. Donc, essayez les associations des jeunes qui sont les plus populaires, c'est Linky, Copain, le CIDJ également. C'est vrai, ils sont vraiment axés sur la jeunesse, donc ça sont des ressources. Et aussi, je sais que dans la communauté, il y a des réseaux de clubs, des espèces de clubs, un peu comme Studlas aussi. Ça, c'est un bon réseau aussi à intégrer. Mais si on n'a pas vraiment, au départ, moi, je conseille de miser plutôt sur sa compétence personnelle et ses capacités à aller vers les gens. Et si on est un petit peu introverti, en fait, se faire remarquer par son travail, être présent, en fait, dans un cercle. Par exemple, les milieux associatifs, c'est très formateur. Moi, j'ai beaucoup fréquenté les milieux associatifs à mon arrivée et j'ai appris énormément de choses. Ça ne m'a pas aidé directement à trouver mon travail, mais toutes les compétences que j'ai développées ont fait la différence forcément. Parce que sans avoir travaillé en France, je donnais l'impression de quelqu'un qui travaillait déjà. Donc, ça aide beaucoup quand on doit se faire recruter derrière. Donc, le milieu associatif, donc les associations pour les jeunes étudiants de vos universités, de vos écoles, c'est une très bonne ressource également. Et vous pouvez même aller approcher les organismes d'emploi, France Travail, la mission locale, le CIDJ. Le CIDJ et la mission locale, c'est vraiment, je pense, dans toutes les villes, il y en a. Donc, approchez la mission locale et ils accompagnent vraiment les jeunes. Et il y a une ressource aussi qu'on oublie, ce sont les églises. En tout cas, pour les chrétiens et les croyants, ce sont les églises. Et j'imagine que pour les musulmans, c'est pareil aussi. Mais il y a de quoi réseauter dans les églises aussi. Et il y a des associations à l'église qui aident à trouver du travail. Donc, les associations prière et recherche d'emploi notamment, qui organisent des ateliers CV, où il y a un système de parrainage. Donc, vous pouvez vous faire parrainer par un professionnel, quelqu'un qui a déjà travaillé en France, qui peut vous accompagner. Moi, j'ai été parrainée par un ancien DRH de EDF pendant un moment, qui m'a poussé, qui m'a fait des simulations d'entretien pour trouver du travail. Donc, ce sont des ressources aussi à ne pas négliger. Donc, les églises aussi, il y a de quoi réseauter dans les églises. Et n'hésitez pas à approcher les gens sur LinkedIn aussi, mais de façon polie. Et aussi, quand vous approchez les gens sur LinkedIn, ayez quelque chose à leur apporter. C'est pas juste bonjour, j'aime bien ce que vous faites, donnez-moi des conseils. Ça marche pas. Il faut que la personne ait l'impression, enfin, que la personne ait un intérêt à répondre à votre demande et apporter quelque chose à la personne, que ce soit une expertise, n'allez pas les mains vides pour solliciter des conseils. Donc voilà ce que je peux vous donner. J'espère que ces tips-là vous aident. Donc les infos à noter, c'est la mission locale qui marche très bien, qui accompagne les jeunes, et le CIDJ. Donc CIDJ, c'est CIDJ. Ok, c'est noté. Maintenant, euh, quelles sont les différences clés? Lorsqu'on vient en France pour étudier, on a quand même une conception de la vie en France. Mais quand on finit les études et qu'on doit entrer maintenant dans le monde professionnel, c'est quoi la différence entre la vie en tant qu'étudiant en France et la vie
en tant qu'employé en France? Hmm. Euh, Déjà, on n'a plus le stress des études qui n'ont rien à voir. Donc, quand on est étudiant, on a des devoirs, des partiels, du travail à rendre. Donc, quand on passe salarié à 100%, ça change. En fonction des métiers, les métiers sont plus ou moins stressants. Forcément, au début, c'est plus stressant parce que c'est un nouveau poste. Et il y a la période d'essai aussi à valider. Donc, il y a ce stress-là également. Mais la charge de travail, je dirais que c'est pas pareil. Et aussi, vous vous rendrez vite compte en travaillant que dans l'entreprise, dans le monde du travail, il s'agit moins du travail que tout ce qu'il y a autour du travail. Un peu de politique ici, par-ci, par-là, pour se faire justement son réseau, pour asseoir sa notoriété, pour être bien vu par tel ou par tel. Aller un peu de temps en temps des after-work, ce genre de choses, c'est pas pareil que pendant les études. Bien sûr, dans le monde en entreprise, quand on devient salarié, on est là pour travailler. Mais il y a cette partie-là qui ne concerne pas directement le travail, mais qui est du travail aussi, qui a plus d'importance que quand on était étudiant, par exemple. Quand on était étudiant, on n'avait déjà pas des collègues, c'était des camarades. On n'avait pas à s'entendre avec eux particulièrement. Mais quand on travaille, on a des collègues, il faut bien s'entendre avec eux. Faut bien s'entendre avec eux. Faut nouer une certaine relation, pas d'amitié, mais avoir au minimum de la cordialité. Et ça prend beaucoup de temps aussi. Et il y a les réunions aussi, préparer les réunions, savoir quoi dire à qui, à quel moment, savoir se rendre indispensable, faire son travail. Donc, c'est tout ça qui change de quand on est étudiant, vraiment. En tout cas, moi, je trouve. Il y a le travail, les missions, les tâches, et il y a tout ce qu'il y a autour du travail, qui font partie du travail. Donc, il faut faire en plus. D'accord. Merci. Bon. Maintenant, il y a les démarches administratives. Toujours parlons d'aspects différents. Puisque lorsqu'on quitte un étudiant pour devenir un employé, il doit forcément avoir des démarches à faire. Donc, quelles sont les démarches administratives autour qu'on doit faire pour... Déjà, si vous trouvez votre emploi, la première étape, c'est l'employeur doit faire une demande d'autorisation de travail. Donc, pour que vous puissiez enclencher la démarche de changement de statut. Donc, la toute première étape, c'est la promesse d'embauche. Donc, vous passez votre entretien, tout se passe bien, on vous propose le poste, c'est super. Donc, l'employeur vous donne une promesse d'embauche sur laquelle sont décrites les conditions. Donc, les conditions, c'est est-ce qu'il s'agit d'un CDD ou un CDI, temps plein ou temps partiel, les missions et la rémunération. Il faut savoir que pour changer de statut, après un master, la rémunération doit correspondre au minimum à 1,5 fois le SMIC pour ne pas être en situation d'opposabilité à l'emploi. L'opposabilité à l'emploi, c'est que les employeurs français ont un peu l'obligation de privilégier le recrutement local et national. En gros, pour pouvoir embaucher un salarié étranger, l'entreprise doit prouver qu'elle n'a pas trouvé les compétences qu'elle recherche sur le bassin national. C'est pour ça qu'elle embauche un étranger. Donc, l'État, pour s'assurer de ça, a mis la barre de salaire à 1,5 fois le SMIC. Donc, c'est arrimé au SMIC. Si l'employeur vous propose un salaire moindre que ce qui est demandé pour changer de statut, ce n'est pas un problème. Sauf que c'est la même démarche, mais c'est plus long. Il doit prouver qu'il n'a pas du tout trouvé de Français qui peut occuper le poste. C'est pour ça qu'il vous propose. Quand il vous propose un salaire qui correspond au minimum à ce que l'État attend, il n'a pas trop à se justifier de pourquoi il vous prend. Parce que l'État s'imagine que s'il vous paie déjà au-dessus de la moyenne, c'est que vous êtes bon. Donc, promesse d'embauche, ensuite demande d'autorisation de travail. Donc, c'est l'employeur qui s'en occupe. Il y a c'est une démarche dans la démarche, donc il envoie des documents, notamment votre diplôme, votre pièce d'identité, oui, et votre carte de séjour en cours de validité.
je conseille d'avoir plus de 3 mois de validité pour, pour que tout marche bien. De toutes les façons, pour changer de statut, vous devez commencer vos démarches 2 mois avant la fin de votre titre de séjour. Moi, je recommande de commencer au minimum 3 à 4 mois avant pour être un peu dans le temps parce que les démarches, ça prend du temps. Donc, l'autorisation de travail, l'employeur envoie un certain nombre de documents. Quand elle est délivrée, il vous la donne à vous, l'autorisation de travail, et vous allez au niveau de la nef ou au niveau de la préfecture. En fonction des préfectures, ça se fait soit sur démarche simplifiée ou auprès de la préfecture sur rendez-vous. Donc, vous préparez un certain nombre de documents que vous pourrez retrouver sur le site de la préfecture. Je vais vous donner quelques-uns. Donc, vous avez besoin de votre pièce d'identité en cours de validité, votre passeport. Dans certains cas, on peut vous demander certaines pages de votre passeport. Et surtout, l'administration va s'assurer que vous êtes rentré légalement sur le territoire français. Donc, ils vont vous demander votre visa, votre premier visa, la validation et tous vos autres titres de séjour si ça fait déjà un moment que vous êtes sur le territoire. Donc, l'administration veut s'assurer que vous êtes rentré légalement sur le territoire. Ils vont vous demander tout un historique. Ils vont vous demander également éventuellement votre acte de naissance, éventuellement les documents de vos parents aussi. Dans certains cas, la préfecture le demande. Votre promesse d'embauche ou votre contrat de travail, si vous l'avez déjà signé, l'autorisation de travail et l'attestation de vigilance. C'est très important. L'attestation de vigilance, c'est un document délivré par les impôts, l'URSSAF. Donc, c'est un document sur lequel l'URSSAF dit que votre employeur ne doit plus aucune cotisation, est à jour de sa cotisation. Sachant que si l'employeur n'est pas à jour des cotisations, il ne peut pas vous embaucher. Donc, s'il n'y a pas d'attestation de vigilance, le changement de statut ne pourra pas se faire. Et plein d'autres documents, donc votre diplôme, plein d'autres documents que l'administration demande. La liste n'est pas exhaustive parce que ça dépend des dossiers et des cas et des administrations. Donc, les agents de la préfecture ont l'autorité pour demander tous les documents qu'ils veulent. Et vous, votre travail, c'est de préparer tous les documents en avant. Et dès qu'on vous demande un document, vous produisez tous les documents. Mon conseil, c'est de préparer tous les documents possibles et imaginables avant de déposer votre demande. Parce que quand il y a une relance sur les demandes, ça retarde toute la demande. Donc, idéalement, dès que l'autorisation de travail est acquise, vous pouvez commencer à travailler. Vous pouvez commencer à travailler même avant l'autorisation de travail. Si la demande est faite bien en amont et que l'administration ne répond pas sous un certain délai. Donc, vous commencez à travailler et le changement de statut en cours. En moyenne, ça dure 2-3 mois en fonction des préfectures. Actuellement, puisque j'accompagne aussi des étudiants pour le changement de statut dans mon entreprise, les délais sont très longs actuellement. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'anticiper et de compter au moins 6 mois pour toute la procédure. Donc, le changement de statut, comment ça se passe? Une fois que vous avez tous vos documents, vous prenez rendez-vous à la préfecture. La préfecture, vous vous présentez donc à la préfecture avec vos originaux. Un détail très important aussi, si vous avez un passeport, assurez-vous que votre passeport est valide au moins 6 mois. Parce que si vous vous présentez à la préfecture avec un passeport qui est périmé, par exemple, ça ne va pas passer. Vous ne pourrez pas faire votre changement de statut parce que votre carte de séjour est arrimée à votre passeport. Si votre passeport est expiré, ça compromet le changement de statut. Donc, c'est vraiment des petits détails à chaque fois qu'il faut regarder, mais qu'il faut s'assurer que tout est cohérent. Donc, regardez bien votre passeport et assurez-vous que vous avez de la validité sur votre passeport, également sur votre titre de séjour. Et vous vous présentez à la préfecture, ils vont vous prendre des empreintes. Parce que quand vous devenez salarié, vos empreintes seront logées dans la puce qu'il y aura sur votre titre de séjour. Donc, il y aura prise d'empreinte. L'agent de la préfecture va vous poser un petit peu des questions aussi pour voir votre motivation parce que le changement de statut, c'est quand même engageant. Donc, quelques questions, il faut juste être détendu, faire répondre, il faut juste être réglo, quoi. Et ensuite, le dossier part en instruction. Pendant ce temps, il vous donne un récépissé de 6 mois pendant lequel le dossier est traité. C'est aussi très important,
dans votre document, il faut avoir votre diplôme, les originaux, tous les originaux. L'attestation de réussite, ça marche un temps, mais le diplôme, c'est mieux. Donc, ayez tous vos originaux. Et après ça, le dossier sera instruit. Vous aurez une première carte de 1 an que vous devez renouveler à la fin de l'année, à l'expiration de cette carte-là, pour avoir une carte de séjour de 4 ans. Très important, si vous avez votre première carte de séjour d'1 an, au moment de renouveler, si vous avez toujours votre emploi, la demande d'autorisation n'est pas nécessaire si c'est un CDI. Si c'est un CDD, il vous faudra redemander une nouvelle demande d'autorisation pour le renouvellement. Et généralement, on conseille aux étudiants qui changent de statut de rester dans leur entreprise au moins 2 ans. Le temps d'avoir la première carte d'1 an et d'avoir la seconde carte de 4 ans. Parce que techniquement, on est libre de changer d'entreprise. Mais si on change entre-temps, c'est des procédures à faire, ça prend du temps, on peut se retrouver sans titre de séjour. Ce n'est pas des risques à prendre. Donc, c'est important de faire tout pour rester dans la même entreprise déjà parce que ça facilite les démarches et ça facilite le renouvellement également. Et très important au moment du renouvellement de la première carte d'1 an, c'est à vous de demander la carte de 4 ans. Ils ne vont pas vous la demander, ils ne vont pas vous la donner si vous ne demandez pas. Donc, encore une fois, c'est une question de détail et ça marche. Donc, pour les taxes, il me semble que c'est 225 € ou 255 € pour changer de statut. C'est cher. Donc, vous payez 250 € pour pour le changement de statut et au renouvellement, vous payez également la même somme. Donc, ce sont des démarches qui coûtent assez cher. Donc, assurez-vous d'avoir de l'argent de côté pour tout ça. Je pense que globalement, c'est à peu près tout. Si vous avez d'autres questions, je pourrais y répondre plus tard ou maintenant. D'accord. Merci. Je pense que vous avez tout dit. Hein. Vous avez dit l'essentiel. Après, si d'autres ont des questions, ils vont poser tout à l'heure. Donc, on va clôturer avec changer. On va permettre aux gens de poser les questions. Mais pour finir, je vais vous demander 3 conseils que vous voulez donner à une personne qui vient d'avoir son diplôme en France et qui aimerait intégrer une entreprise. 3 conseils. 3 conseils. Premièrement, faut avoir les codes. Il faut s'intégrer et avoir les codes. C'est très important. Au-delà de la vie d'entreprise, c'est très important. C'est très important. Déjà pour réussir son parcours d'intégration. Deuxième conseil, il faut se préparer. Il faut se préparer. La préparation, c'est faire toutes les recherches, aller à des ateliers, rencontrer des professionnels, poser des questions, vraiment se préparer. Et la troisième question, le troisième conseil, c'est travailler sur soi-même. Donc, sur son personal branding aussi. Donc, augmenter un peu sa valeur à travers la culture, les lectures. Enfin, se renseigner un peu aussi. Donc, de l'actualité aussi un peu. En fait, être une personne qui a de la conversation. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que c'est bon maintenant. Merci pour vos apports vraiment très enrichissants comme échange. C'est moi qui m'a appris beaucoup. J'espère que c'est pareil pour tout le monde. Maintenant, si d'autres ont des questions, n'hésitez pas à lever la main pour vous permettre d'ouvrir le micro et poser vos questions. Je ne vois rien pour le moment. Je pense qu'il y a une Sonia qui a levé la main. D'accord. Vous pouvez ouvrir votre micro et parler. Madame Sonia, je pense. Madame Sonia, on vous écoute. Voilà. En attendant que Madame Sonia réponde, si d'autres personnes ont des questions, je peux y répondre volontiers. Wow, pas de questions. Si vous n'avez pas envie d'ouvrir le micro, vous pouvez aussi écrire dans le chat
pour Mm. qu'on Vous réponde aux pouvez questions. très bien écrire dans le chat. Apparemment, tout est clair. Voilà, ouais. N'hésitez pas à poser vos questions, vraiment, j'y répondrai volontiers. Est-ce que vous êtes là quand même? On ne vous entend pas du tout, Madame Sonia. Désactivez votre micro. Oui, allô, vous m'écoutez maintenant? Oui. Oui. Je voulais un conseil par rapport à une étudiante que c'est sa première année et elle fait du marketing digital. Je fais du marketing digital et e-commerce et l'année prochaine, je voulais changer ma filière pour faire aide-soignante. Est-ce que c'est possible? Oui, là, vous êtes en bachelor, c'est ça? Oui, master 1. Ah, vous êtes en master 1. Oui. Une réorientation est possible. Il faut juste préparer bien votre dossier et vos motivations. Et aussi, assurez-vous de finir votre année de master avant de vous lancer sur le changement de filière. D'accord. Préparez votre dossier, c'est quoi? Renseignez-vous. La nouvelle école, ce sera un financement en initial ou en alternance? Quelles sont les conditions en fait pour entrer dans ce statut-là? Et par rapport à votre titre de séjour, au niveau du renouvellement, quels documents vous allez produire pour renouveler? Parce que c'est très important d'avoir de la cohérence dans votre dossier. D'accord. Donc, si vous voulez passer un soin infirmier, si c'est possible, par contre, préparez bien votre dossier et motivez bien votre changement. Moi, j'ai juste peur au niveau de... Marketing, e-commerce et aide-soignant, ça n'a rien à voir. Oui. Convaincre l'administration que vous avez un vrai projet derrière et que vous allez trouver du travail derrière, que vous allez pouvoir vous intégrer. D'accord. Ne serait-ce que vous renouvelez votre titre de séjour et pour la nouvelle école, être intégré dans cette école-là. Donc, préparez bien votre projet et assurez-vous de la cohérence de tout. D'accord, madame. D'accord. Bref, le seul problème que j'ai, c'est au niveau de ma lettre de motivation. Moi, je ne sais pas comment je vais écrire ça. Ça, c'est le problème que j'ai. Mais votre projet, c'est lequel concrètement? Est-ce que vous voulez changer de formation, mais quel est votre projet derrière? Tout ce qu'il y a derrière, c'est pour faire quoi à terme? Pourquoi vous voulez changer déjà? Et pourquoi vous allez vers cette formation? Pourquoi cette formation et pas une autre? Donc, quand vous allez réussir à répondre à toutes ces questions-là, votre lettre de motivation, ça sera plus simple à écrire parce que vous savez pourquoi vous voulez changer. Et ça sera plus facile pour vous de le transcrire par écrit. Donc, posez-vous la question, pourquoi vous voulez changer et quel est votre objectif avec ce changement de formation? D'accord. Et ensuite, vous le mettrez dans votre lettre de motivation. Et si jamais vous devez vous expliquer auprès de la préfecture, ce sera plus simple. D'accord, ok, madame. D'accord, merci. Et n'hésitez pas à vous inspirer sur des modèles qui sont disponibles sur les plateformes pour vous aider. Restez authentique. Posez-vous les bonnes questions et répondez à ces questions. Ça vous sera plus simple de rédiger votre lettre de motivation. Parce que je me suis renseignée auprès de déjà d'autres personnes, ceux qui sont déjà au terrain. Ils m'ont fait comprendre que... Bref, désolée d'abord pour mon français, je suis une anglophone. Ils m'ont fait comprendre que tu peux essayer, après, on te donne facilement le QTF parce que le marketing n'a rien à voir avec aide-soignante. Oui, et je profite de ça pour vous dire à vous tous, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, il y a eu des changements de loi par rapport à l'immigration et tout ça. Donc, faites attention dans vos projets. Parce que les OQTF, actuellement, ça se distribue comme des petits pots. Donc, c'est important d'être cohérent dans votre dossier. C'est pour ça que je vous demandais, votre projet, c'est quoi? Pourquoi vous changez? Quand vous changez, quels sont les débouchés? Est-ce que vous allez trouver du travail après? C'est tout ça qu'il faut motiver.
que le marketing et la santé, ça n'a rien à voir. Oui, Donc, vous savez déjà pourquoi vous voulez changer. oui. Vous avez déjà trouvé l'école. Non, pas encore. J'ai trouvé les écoles, mais les inscriptions n'ont pas encore commencé. Préparez bien votre projet. Trouvez des écoles. Allez vous renseigner auprès de ces écoles-là. Regardez les modules de formation. Soyez cohérente le plus possible dans votre dossier et ça devrait passer. Mais préparez bien votre dossier. D'accord. Et assurez-vous de bien finir votre année aussi avec votre école. D'accord. Et éventuellement, c'est une question pour vous aussi, mais qu'est-ce qui vous empêche d'aller au bout de votre master marketing et d'ensuite changer? Parce que c'est plus simple de changer à la fin d'un cycle qu'au milieu d'un cycle. Parce que vous arrangez d'avoir quand même un diplôme, non? Un bac plus 5. Même si vous ne le pas tout de suite, c'est toujours intéressant d'avoir le diplôme. Notez que l'administration, elle a besoin de cohérence. Si vous êtes entré pour faire un diplôme et qu'à la fin, vous sortez avec un autre diplôme, c'est suspect. Ils trouvent ça suspect plutôt que quelqu'un qui a un parcours vraiment linéaire. C'est plus simple, en fait, pour changer de statut, justement. D'avoir un parcours vraiment très linéaire et très clair. Alors, plutôt que de sauter d'une formation à une autre, ça coince dans les changements de statut. Donc, essayez d'avoir un parcours le plus linéaire possible. Pas trop de changements parce que quitter le marketing pour aller faire la santé, c'est pas c'est pas linéaire, c'est pas cohérent. Donc, on peut se poser des questions derrière. Il faut que vous montriez à l'administration que vous avez un vrai projet et que c'est cohérent pour vous, pour les convaincre. Alors, il nous reste 5 minutes pour la fin. Merci beaucoup, Madame Grace. Alors, le micro. Sonia, tu peux juste. Attends, je vais te muter. Tac. Super. Donc là, je vais clôturer. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Normalement, je pense que c'est OK. Bonsoir, Bonsoir. comment allez-vous? Ah, OK. Il y a un monsieur qui a posé une question dans le chat. Ouais. J'ai effectué une première année d'études médicales dans mon pays et je voudrais savoir comment je peux garder mon parcours en études de santé. Je viens d'arriver en France et j'ai aucune idée. Vous êtes arrivé en France pour faire quoi? Quelles études? Pour cette question, je pense c'est mieux de le poser directement dans le groupe parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de changement de statut d'étudiant vers salarié. Là, il nous reste 5 minutes pour terminer. Je vais juste clôturer. Donc, merci d'être là. Merci pour ceux qui sont en train de croire au projet Studlas. Chaque 2 semaines, on organise des ateliers. Vous êtes toujours présents. La communauté s'agrandit. Nous sommes déjà à plus de 1000 utilisateurs. C'est magnifique. Ensemble, nous allons construire une première plateforme des étudiants internationaux en France. Merci de proposer aussi des ateliers que vous trouvez intéressants dans le Bonsoir, groupe. Nous sommes ouverts. comment allez-vous? Excuse-moi de te couper la parole, excuse-moi s'il te plaît. Là, on a que 2 minutes. Je ne sais pas si... Du coup, moi, je voulais prendre renseignement à propos des Parcoursup parce que moi, je n'avais que 3 choix sur Ouais, en Campus fait, par rapport à ça, on avait déjà fait des ateliers, mais n'hésite pas d'envoyer ton message dans le groupe Campus France. Aujourd'hui, vraiment, Ouais. l'atelier, c'est spécial. Et notre atelier, c'est beaucoup plus axé sur le changement de statut. Donc, par rapport à ta question, n'hésite pas de poser ça dans le groupe. J'espère que tu es dans la communauté WhatsApp. Ok, envoie ta question dans la communauté. On va répondre, ok? Ouais, ouais, Merci. merci, vous êtes aimable alors. Merci, je Non, comprends. non, non. Merci. Donc, merci à vous. Il faut savoir que là, ça avance très bien, Studlas. Bientôt, nous allons faire le lancement officiel. Les applications vont être disponibles sur les stores, Play Store et App Store. Et vous allez pouvoir se connecter, partager des opportunités. Et ensemble, nous allons aller très loin. Donc, comme je disais, n'hésitez surtout pas si vous avez des idées d'ateliers à proposer. Allez-y, nous sommes ouverts, nous allons chercher des intervenants, des experts. Merci Grace.
Elle est très, 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 très gentille. Elle m'a même aidé lors de mon changement de statut, elle m'a donné des astuces. Aujourd'hui, j'ai pu changer mon statut. J'ai changé le premier statut. Actuellement, j'ai 4 ans. Donc, merci. Merci beaucoup, Grâce. Et si vous avez d'autres idées d'ateliers aussi, n'hésitez surtout pas. Nous sommes ouverts et nous allons avancer ensemble. Donc, encore une fois, le réseau, c'est très important. C'est très important. On dit souvent, avoir un bon réseau, c'est éternuer et voir une main te tendre un Tipex ou un mouchoir. Donc, franchement, c'est très, très important en France. Si vous n'avez pas de réseau, essayez de vous entourer. Et c'est pour ça, Studia, c'est là. Ensemble, nous allons créer notre réseau, nous allons avancer ensemble et nous allons atteindre notre objectif. Merci à vous et à la prochaine. Merci beaucoup, Grâce. Merci à vous, merci de m'avoir écouté. De rien.